j'ai pu communiquer, donc, et comme c'est marqué d'ailleurs sur le slide, on va parler des projets digitaux, donc essentiellement projets digitaux, même si ça peut éventuellement, bien sûr, tout ce que je vais dire peut être valable pour d'autres types d'actifs, hein, des brevets, etc. Mais là, vraiment, on se concentre sur les projets digitaux qui sont assez complexes et généralement, les gens qui sont responsables de ces projets-là ne sont pas au fait de certaines, on va dire, certains leviers, certains aléas qui peuvent se présenter et qui, en fait, gravitent autour de ces projets sans qu'ils soient pour autant techniques ou informatiques. Donc oui, j'ai David aussi qui est ingénieur brevet, encore un petit juridique. J'ai beaucoup, visiblement, d'assistants dans l'assistance de personnes qui travaillent dans le juridique, donc dans le brevet, dans l'API plus généralement. Donc c'est bien. Est-ce que j'ai d'autres développeurs, d'autres entrepreneurs ou pas? Bon, j'ai surtout beaucoup de timides, ça c'est à peu près sûr. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas vous trouverez votre bonheur dans ce que je vais raconter. Bien sûr, vous pouvez utiliser le chat pour me poser des questions au fil de la présentation. Je ne suis pas certaine de les voir à chaque fois défiler en temps réel, mais de toutes les façons, on reviendra dessus le temps du webinaire. Ok, donc si c'est bon pour vous, ce que je propose, c'est qu'on va commencer. Il est 13h05, hein, les autres nous rejoindront en cours de route. Donc oui, les projets digitaux. Donc au-delà du code informatique, des développements, de la gestion de projet, etc., du côté entrepreneurial, du côté marketing qui peuvent graviter de toute façon autour de ces projets-là, il y a des petits aléas, je dirais, qui sont liés à la comptabilité, au juridique, au fiscal. Et généralement, les développeurs n'ont pas forcément connaissance des incidences que certains choix qu'ils peuvent faire au départ par ignorance ou enfin, voilà, sans savoir finalement, peuvent avoir des incidences plus tard. Donc, pour ma part, j'ai beaucoup de clients donc, qui sont dans ce domaine du digital. Et généralement, quand ils viennent vers moi, ces décisions malchanceuses ont déjà été prises, ont déjà des incidences. Donc là, le but de ce webinaire, c'est d'informer tout simplement ce type d'entrepreneur des différentes incidences qu'il peut y avoir en fonction des décisions qu'ils peuvent prendre, ne serait-ce qu'au démarrage du projet. Voilà, donc c'est un peu le but. Donc on va aborder 4 axes finalement de la stratégie autour des projets digitaux qui peuvent avoir un impact sur la valeur du projet et aussi sur la personne qui développe ou les personnes qui développent. Donc voilà, c'est le but de ce webinaire. Donc on va commencer à le dérouler ensemble. Donc sur les 4 axes dont je vous parlais, on va aborder 4 points essentiellement au cours de ce webinaire qui devrait durer, je pense, un peu moins d'1 heure. Donc le premier point, c'est l'importance déjà de cadrer le projet digital au départ, parce que rien que ça permet d'anticiper certains travers qu'on peut avoir ensuite en fonction de ce que l'on veut faire de ce projet digital. Il y a différents cas de figure qu'on va aborder. Ensuite, il y a l'aspect protection. Alors, comment on peut protéger un projet digital et surtout protéger ce qui fait la valeur du projet digital. On verra, ce sont souvent des éléments complexes qui sont combinés entre eux, donc sur quoi il faut porter son attention. On va essayer de voir ça un petit peu plus en détail, même si je n'ai pas forcément une question à approfondir à chaque fois, si on en aurait pour la journée. Ensuite, comment créer plus de valeur à partir de ce projet. Et généralement, on va parler de l'exploitation. Donc ça, normalement, c'est un sujet qui parle beaucoup plus aux entrepreneurs. Et ensuite, comment valoriser. Donc il y a 2 types de valorisation. Il y a la valorisation par l'exploitation, bien entendu. Il y a un lien direct. Et puis la valorisation, on va dire financière. Donc c'est une activité que j'exerce et c'est en général dans ce cadre-là justement que je rencontre ces entrepreneurs de projets digitaux. Et c'est là qu'ils connaissent en fait certaines incidences qu'ils ignoraient auparavant, et d'où cette nécessité de communiquer un peu plus aujourd'hui sur tous ces aspects pour éviter éventuellement des mauvaises surprises. Voilà. Donc, on va commencer déjà par savoir si vous êtes bien au bon endroit au bon moment. Donc, pour bénéficier de ce webinaire, vous l'aurez compris, le mieux, c'est quand même d'être impliqué de près ou de loin dans un projet digital. Si possible d'en être responsable, d'avoir une influence dessus, en tout cas de pouvoir agir dessus, parce que sinon ça va être un peu frustrant. Bien sûr, vous aimeriez qu'il se développe avec succès. En général, on ne se projette pas dans ce type de projet pour ne pas envisager un succès, même si parfois on a des déconvenus, mais au départ, normalement, on est optimiste. Et puis, globalement, vous voulez pouvoir anticiper certaines
certaines problématiques. Donc là, en l'occurrence, éviter certaines mauvaises surprises. Et notamment, donc là, moi, ce que je vais aborder particulièrement tout au cours de ce webinaire, c'est vraiment les aspects autres que technique et marketing, c'est vraiment la fiscale, le juridique, tous ces domaines un peu abscons, quand on est entrepreneur, on ne maîtrise pas forcément. Voilà. Donc le but du jeu, c'est ça. Donc si vous êtes dans la cible, vous devriez trouver quelques éléments d'information qui devraient vous être utiles. Si vous n'êtes pas dans cette cible, potentiellement, vous pouvez partir. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si mon auditoire ressemble à ça aujourd'hui, mais globalement, on a un peu des images comme ça, des entrepreneurs de projet digital. Donc, on a le geek, entre guillemets, le développeur derrière son écran. Donc là, c'est vraiment le développeur solo, entre guillemets. Le caricaturage joue la corde. L'entrepreneur hipster, donc voilà, comme on en croise beaucoup dans certains incubateurs. Donc là, c'est pareil, c'est cliché, mais j'avais envie. Et puis après, ça peut être des conseillers, des consultants, des designers, voilà, tout type de professions qui peuvent graviter autour du digital. Donc généralement, voilà, c'est tout ce public-là qui est invité, et aussi des professions juridiques, visiblement. Voilà. Donc à la fin normalement de ce webinaire, vous aurez une vision plus large et stratégique des projets digitaux, donc au-delà, comme je le disais, des aspects techniques, informatiques ou même business développement, marketing et compagnie, growth hacking. Ouais, ça, c'est pas l'objet de ce webinaire. Vous saurez aussi donc, comment normalement générer plus de valeur, ou en tout cas quels sont les leviers qui vont permettre de jouer sur la valeur de vos projets, et aussi comment vous pourrez sans doute réaliser certaines économies, parfois substantielles, aussi substantielles qu'insoupçonnées d'ailleurs. Donc c'est justement ces impacts fiscaux potentiels qui peuvent y avoir quand vous faites certaines transactions autour de projets digitaux. Et puis donc normalement aussi, quand vous aurez des connaissances un petit peu plus vastes, plus à 360 degrés sur votre projet, vous gagnerez et du temps de décision et en crédibilité aussi dans les affaires, que ce soit avec des partenaires ou même des conseillers que vous aurez en face de vous. Vous serez quand même plus à l'aise normalement sur ces sujets-là. En tout cas, vous aurez conscience que ces sujets-là existent. C'est déjà énorme. Voilà. Donc, en 2 mots, qui suis-je? Parce que je pense que certains d'entre vous ne me connaissent pas, ou peu, ou me croisez vaguement sur des réseaux sociaux, ou voilà. Donc, il y en a certains que je connais bien parmi vous, mais d'autres moins, ou pas du tout. Il faut dire ce qu'il est. Donc, je suis Sylvie Ganet, je dirige la société Nowool Innovation, qui fait du conseil en innovation, comme son nom l'indique, et puis je dirige également une filiale de Nowool qui s'appelle Finantis Value, et dans cette filiale, on fait essentiellement de l'évaluation financière d'entreprises, d'actifs immatériels, je reviendrai, et dont les projets digitaux, les brevets et compagnie. Donc là, c'est vraiment l'aspect projet digital qui m'amène vers vous. Donc j'accompagne les porteurs de projets, les entreprises dans tous ces développements de projets, valorisation de leurs projets innovants, vous l'aurez compris. Alors, il m'arrive de publier aussi des articles que vous avez peut-être lus au passage, que je poste souvent sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Voilà. Donc en 2 mots, c'est ça. Si vous avez des questions plus tard, il n'y a pas de problème, j'y répondrai avec plaisir. Mais je ne suis pas là pour m'étaler plus que ça. Donc, je vais poser une première question, on va voir si vous êtes bavard. Connaissez-vous, alors si vous êtes déjà développeur, si vous êtes investi dans un projet digital en ce moment, connaissez-vous la valeur de ce que vous vous ingéniez à développer en ce moment? Est-ce que vous avez une idée? Par exemple, si demain vous deviez vendre, je ne sais pas, votre projet à quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez une idée de la valeur qu'il peut avoir? Vous pouvez utiliser le chat pour dire oui, non, même faire une estimation. N'hésitez pas. Donc je sais que vous ne le voyez pas, donc ça peut être frustrant, je vous l'accorde, mais moi je vois tout. Donc n'hésitez pas à partager. Et vous pouvez me dire non ou oui, ou je m'en fiche. N'hésitez pas. Donc non, pas vraiment. Alors je sais qu'il y a un délai, donc j'attends un petit peu le temps de réponse, excusez-moi. Donc oui, une idée vague. Enfin, une idée vague, d'accord. Bon, après, peut-être que les autres n'ont pas de projets digitaux en cours aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de réponses. Donc oui, bon, enfin, alors, généralement, en tout cas, ça recoupe à peu près enfin, la moyenne des clients que je peux avoir en face de moi. C'est généralement, on a une vague idée, mais on ne sait pas vraiment si cette idée est juste ou pas. Et comment, en tout cas, on peut la défendre. Donc ça, c'est vraiment en général le souci
que je peux rencontrer. Donc, et cette valeur, la question c'est, sauriez-vous l'optimiser? Est-ce que vous savez sur quel levier vous pouvez jouer pour que votre projet digital ait plus de valeur? Enfin, je peux vous dire plus ou moins, parce qu'avoir moins de valeur, ça ne vous intéresse pas généralement, quoique dans certaines configurations et contextes juridiques ou fiscaux, on pourrait se demander. Mais est-ce que vous avez une idée donc des leviers que dont vous pourriez disposer pour optimiser la valeur de vos projets? Plus de chiffre d'affaires, plus de valeur, c'est assez vrai. Je parle plutôt plus de marge, mais bon, généralement dans les projets digitaux, ça va de pair. En général, il n'y a quand même pas des coûts de structure énormes derrière. Est-ce qu'il y a d'autres leviers que vous voyez ou pas? Alors bien sûr, on va en parler, hein. C'est juste pour savoir un petit peu les idées que vous pouvez avoir sur le sujet à l'instant T. Donc oui, c'est ça, hein, plus de marge, plus de CA. Les coûts de structure, oui, sont faibles en général de toute façon, donc c'est pour ça que généralement le chiffre d'affaires est aussi un bon indice. Tout à fait. Ok. Bah, écoutez, avançons alors. Donc la première chose que je voulais vous dire, oui, la notoriété également, tout à fait. Alors ça va être lié à la marque, on va en parler après. Euh, donc tout à fait. Alors dans les projets digitaux, la première chose à savoir, et pourquoi moi je vous parle là de juridique, de fiscal, de comptabilité, enfin les trucs qui vous paraissent pas forcément hyper séduisants au démarrage, c'est qu'en général, et souvent, et normalement, ça devrait l'être systématiquement, les projets digitaux, comme tout actif technologique, j'ai envie de dire, bah, comptablement, ça représente un actif. Donc logiquement, ça devrait être au bilan d'une société parce que ça constitue une partie de sa valeur. Donc aux États-Unis, ils ont des normes comptables qui permettent de le faire de façon un peu plus facilement. Enfin, c'est plus facile, c'est les IFRS en général, je ne peux pas rentrer dans les détails. En France, c'est un peu moins systématique, et souvent parce que les comptables ne sont pas réellement formés au fait de ce genre d'actifs qui sont quand même très difficiles à gérer pour eux parce qu'ils ont une valeur qui va fluctuer dans le temps en fonction du marché, etc. Donc c'est pas évident à gérer dans la comptabilité française. Quoi qu'il en soit, peu importe, ce sont des actifs et c'est ça qui constitue une partie de la valeur d'une société qui comporte des projets digitaux. Et donc la valeur du projet digital. Donc c'est vraiment un actif et c'est pour ça qu'on peut vendre des licences, etc. sur les projets. Donc là, c'est le premier point. Donc là, le but, c'est de franchir justement la barrière métier que vous pouvez avoir quand vous êtes développeur, entrepreneur, projets digitaux et de voir un peu plus loin et comment se jouer un petit peu des aléas dont je vais vous parler pour devenir un réel stratège et anticiper, prendre les bonnes décisions au départ. Donc, quelles sont les bonnes pratiques finalement pour valoriser au mieux vos développements et anticiper certaines décisions et faire en sorte qu'elles ne vous coûtent pas cher. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Donc les 4 axes qu'on va aborder, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, ça va être comment on cadre, comment on protège, comment on exploite, comment on valorise. On va commencer par le cadrage. Donc le cadrage, c'est grosso modo dans quelle copie vous vous mettez. Donc en général, il y a 4 cas de figure. C'est vous êtes un développeur tout seul, vous n'avez pas de société, vous développez, alors c'est l'image classique là, dans votre garage, ça se fait quand même pas si souvent que ça dans le garage, mais bon, vous développez un projet, donc avec d'autres personnes peut-être ou pas, mais là on considère que vous êtes tout seul, que vous avez une idée de développement et que vous la faites sans structure particulière. Autre cas de figure, vous avez une entreprise individuelle, vous êtes seul, mais dans le cadre d'une entreprise individuelle. Troisième cas, vous êtes plusieurs développeurs sur un projet. Alors quand je dis développeurs, c'est au sens large, ça peut être aussi les designers, etc. On met pas tout le monde dans la même case, mais on va, pour simplifier, on va dire développeurs. Donc on est plusieurs, une société pourquoi pas, mais peut-être pas tout de suite. Donc ça c'est souvent aussi le cas, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. Voilà, on n'a pas envie de s'encombrer d'une structure. Et puis, quatrième cas, on a une société qui fait des projets digitaux, éditeur ou pas, c'est notre spécialité ou pas, mais on est déjà structuré. Donc selon les différents cas de figure, on va le voir, il y a différents impacts. Donc le premier, et l'un des plus courants que je peux rencontrer et qui peut poser problème, c'est je suis développeur tout seul, je n'ai pas de société, j'ai développé mon projet informatique, donc ça peut être un logiciel, une application, un site web, une plateforme, vous appelez ça comme vous voulez, ça peut être un objet connecté, allez savoir. Donc vous avez développé ça tout seul, pardon, sans structure juridique. Donc au niveau de l'API, normalement il y a, sauf cas contraire, mais globalement, si vous avez
fait tout ça tout seul, vous êtes propriétaire de ce que vous avez développé vous-même. Là-dessus, il n'y a pas trop de questions, mais là où il est essentiel peut-être de faire quelque chose au niveau de la valeur de votre projet, c'est de protéger vos droits pour les faire reconnaître et assurer la suite. Donc, on va le voir après dans le volet protéger, c'est comment on fait pour protéger. Mais en fait, c'est d'assurer que vous êtes bien le propriétaire et de pouvoir le prouver, au cas où vous ayez ensuite des deals à faire avec d'autres personnes. Donc ça, c'est le premier point. Après, là où ça se complique, pardon, c'est que quand vous décidez, par exemple, de vendre, d'apporter ce logiciel, ce programme, cette application, ce que vous voulez, au capital, par exemple, d'une société, en fait, toute transaction autour de ce projet, qu'elle se traduise en cash ou en part sociale d'une entreprise, va générer un impôt sur le produit, ce qu'on appelle le produit, je ne sais pas si j'ai des avocats fiscalistes dans l'Assemblée, mais voilà, c'est le produit généré par la transaction, il y a une imposition dessus. Et ça, généralement, les développeurs ne le savent pas. Et généralement, ce n'est pas déclaré. Ça peut poser problème. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous avez un logiciel, par exemple, on va prendre le cas d'un très simple logiciel, vous avez développé dans votre coin, que vous voulez apporter une start-up parce que vous avez trouvé des associés pour le développer, par exemple, le fait d'apporter ce logiciel dans la start-up, qui vous procure des parts sociales dans cette start-up, eh bien, normalement, vous devriez payer dès l'apport, donc dès le moment où vous apportez votre logiciel, potentiellement un impôt sur la plus-value, si vous voulez, c'est pas vraiment le terme exact fiscalement, mais un impôt sur la plus-value que vous générez. Donc, typiquement, je prends un exemple, vous développez un logiciel, vous estimez à la louche qu'il vaut 30 000 euros, vous l'apportez au capital de la société, donc pour 30 000 euros. Si vous n'êtes pas en mesure de vous justifier des charges, des dépenses que vous avez faites vous-même, et je ne parle pas du temps de développement qui n'est pas considéré ici, eh bien, les impôts sont en mesure de vous dire, OK, vous avez fait un produit de la transaction qui vaut 30 000 euros et vous allez être imposé dessus. Donc, vous devez le déclarer, en général, c'est sur les impôts sur le revenu et vous êtes taxé là-dessus. Donc, ça a quand même une incidence fiscale importante parce que, globalement, quand vous êtes développeur, vous apportez 30 000 euros de logiciel et que c'est du temps passé, vous n'avez pas un impôt, alors imaginons que ce soit, je sais pas, 20% que vous deviez payer sur 30 000 euros, en général, vous n'avez pas ce cash-là sur vous pour payer les impôts là-dessus. Et vous n'avez pas encore eu de dividendes de la société qui pourrait vous permettre de les payer. Donc ça pose vraiment un souci à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, qui ne le déclarent pas, et potentiellement, si la start-up après s'envole, etc., vous pouvez avoir des problèmes. Donc ça, c'est le premier point. Donc ensuite, l'autre option, qui peut être définitive ou transitoire, c'est de concéder une licence d'exploitation. Donc là, vous ne cédez pas des parts, vous ne vendez pas votre logiciel, mais vous cédez une licence. Vous concédez une licence d'exploitation. Et là, en fait, quand vous êtes simplement un développeur sans société, tous les revenus de licence doivent être déclarés sur l'impôt sur les revenus. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc il y a, donc tu me dis quoi? Oui, Micmac derrière avec Pôle emploi. Ah oui. Oui, quand on déclare son activité, oui, d'accord, oui. Ils t'ont réclamé des remboursements d'allocation, je vois. C'est très compliqué, en effet. Enfin, on se met vite dans un circuit un petit peu complexe parce que voilà, ça va être considéré comme des revenus et donc si en plus on est à Pôle emploi, c'est gênant. Voilà, parce que c'est considéré comme du cash et en fait, ça n'en est pas. Donc, c'est vraiment un très gros problème. Alors, je brûle un cierge chaque jour pour que le fisc revoie cette règle-là, sans succès. Ça changera peut-être parce que quand même, on entre dans l'heure du digital et ça pose vraiment problème. Et surtout que c'est un peu comme un brevet. Dans le cas du brevet, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais dans le cas du logiciel, on considère que dès que vous avez des parts en société, en fait, vous avez déjà bénéficié de cash. Alors, c'est fou. Donc ça, c'est vraiment gênant. Quand vous avez fait une vente, il n'y a pas de problème. Vous avez du cash en retour, donc que vous payez un impôt dessus, c'est normal. Donc après, oui, qu'il y ait des incidents sur les allocations Pôle emploi, etc., c'est considéré comme un revenu, donc c'est malheureusement normal dans leur considération. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il faut prendre en compte justement sa situation personnelle, son projet par rapport on va dire, à votre projet professionnel de développement de l'activité, pour contrebalancer et prendre les meilleures décisions pour limiter ces impacts qui sont quand même assez fâcheux. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas très fréquent du développeur qui est seul. Donc c'est une façon de faire qui n'est pas très compliquée, mais le problème, c'est que les incidences fiscales peuvent être assez dramatiques au point de vue personnel. Le deuxième cas, c'est que vous êtes plusieurs développeurs
Vous n'avez pas encore fondé de société, c'est un projet pour plus tard. Donc il y a finalement un rien payé. C'est bien. C'est plutôt bien. Tu as eu de la chance, tu as réussi à défendre ton cas visiblement. C'est bien. Voilà, faut juste arriver à leur expliquer. Donc après, il faut trouver un conseiller qui a une bonne oreille. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Donc dès qu'on leur explique que c'est pas vraiment du cash, c'est peut-être mieux. Donc oui, l'autre cas, c'est que vous êtes donc plusieurs développeurs qui travaillent ensemble pour développer un produit, mais que globalement, vous ne savez pas encore où ça va vous mener, quand est-ce qu'il sera terminé. Donc vous décidez de ne pas fonder une société tout de suite. Voilà, vous ne savez pas vraiment où ça va aller. Donc vous n'avez pas de statut particulier. Alors à ce moment-là, la propriété des droits autour du code source va être compliquée à définir parce que globalement, si on prend le code final, ça va être très compliqué de savoir qui a développé quoi, sauf si vous avez bien sûr une procédure très stricte en interne qui permet de bien réguler tout ça et que les tâches sont très très bien définies entre vous. Mais bon, grosso modo, on sait que vous êtes copropriétaire, mais on ne sait pas à quelle hauteur. Donc au début, tout le monde s'en fiche parce que il n'y a pas d'exploitation, mais voilà, il suffit que le projet commence à prendre forme, à générer peut-être voilà, des contacts intéressants, voir du chiffre d'affaires, là, on va commencer à se tirer dans les pattes parce que on ne peut pas forcément faire une répartition en fonction du volume du code. On pourrait, mais le problème c'est qu'il y a peut-être certaines parties du code qui ont beau ne pas être très prolixe, très verbeuses, qui apportent toute la valeur de la solution. Donc, ouais, donc après, il va y avoir des tergiversations comme ça entre les différents développeurs sur ces questions-là. C'est problématique. Parce qu'en général, les questions se posent au moment où il ne faut pas. Donc, idéalement, il faut contractualiser assez tôt au moins un accord de copropriété ou quelque chose de ce genre entre les différentes personnes physiques qui prennent part au développement et où on définit, ou on prédéfinit en tout cas les parts de chacun. Donc, soit on les définit d'emblée, parce que vous êtes mis d'accord, vous êtes trois, chacun 33%, admettons, ou alors vous définissez un mode de calcul qui vous permettra plus tard de définir les parts, au volume de code, au temps passé, allez savoir. En tout cas, il faut que ce soit factuel pour éviter justement les tergiversations. Donc d'où l'autre conseil, c'est essayer de suivre au maximum le qui fait quoi de façon indiscutable, comme ça en cas de conflit, vous pouvez toujours vous reporter à ça. Donc ça, si vous pouvez le faire, c'est très bien. Et donc oui, là, ceux qui apportent les idées en plus sans forcément coder, c'est aussi une problématique. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de se mettre d'accord au départ. Et parce que celui qui apporte l'idée, mine de rien, il a quand même une valeur à apporter. Donc surtout si ça va être lui le porteur de projet, le business developer, etc. Donc en fait, voilà, il faut considérer tous ces aspects-là pour bien répartir et que tout le monde se mette d'accord d'emblée au départ et éviter les conflits ensuite. Voilà. Donc ça, c'est important. Et ensuite, ce serait d'officialiser l'association assez vite quand l'opportunité se montre, hein. Donc soit en société, tout de suite, soit en contrat de co-développement, entre plusieurs entreprises individuelles, par exemple, si chacun structure son activité. Enfin voilà, il y a plusieurs solutions possibles, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire, mais tout est possible. Donc le moment venu, voilà, ensuite il sera possible d'apporter le logiciel dans la société qui sera créée. Et là, je vais reboucler du coup sur l'entrepreneur individuel. Voilà, l'entreprise individuelle. Donc là, on est dans le cas du développeur solo, entre guillemets, qui a déclaré son activité. Donc il a déclaré son activité en tant qu'entreprise individuelle. Donc là, alors vous pouvez être rémunéré ou non, ça peut être à but lucratif ou non, là il n'y a aucune incidence sur l'entreprise individuelle, c'est vraiment simplement déclarer une activité que vous faites en parallèle ou même à temps plein. Voilà, vous pouvez le déclarer comme ça au niveau de l'administration fiscale. Au niveau de la propriété des droits de développement, enfin les droits du code source de ce que vous allez développer, ou des idées ou des marques, enfin bref, vous serez vous le propriétaire et aussi l'entreprise individuelle. Parce qu'en fait, vous pouvez l'affecter au patrimoine professionnel. Donc du coup c'est bien parce que vous avez à la fois une casquette entrepreneur, à la fois une casquette personne physique et vous avez des droits au titre de ces deux casquettes. Donc ça, c'est plutôt une bonne configuration. Et si la valeur de votre logiciel donc, est supérieure à 30 000 euros, a priori, là, en revanche, on aura besoin d'une évaluation financière spécifique par un professionnel pour acter de l'apport de vos développements au patrimoine professionnel de cette entreprise individuelle. Donc là, c'est important parce qu'en fait, ça structure l'activité et qu'après, vous pouvez avoir quand même certains avantages fiscaux
qui ont moins d'incidence que dans le cas où vous êtes entrepreneur individuel, mais sans être déclaré finalement. Vous êtes entrepreneur solo à votre bureau. Donc, l'avantage fiscal, c'est que quand vous faites cette affectation de logiciels, par exemple, à votre patrimoine professionnel de cette entreprise individuelle, ce n'est pas considéré comme une transaction. C'est pas considéré comme si vous apportiez ce logiciel, je sais pas, une startup SAS et que vous étiez entrepreneur, enfin, solo, mais non déclaré. Donc en fait, le fisc ne veut pas considérer qu'il y a un produit de cession à ce stade-là. En fait, c'est simplement une formalité qui va consister à dire que vous avez développé un logiciel, mais que ça rentre dans votre patrimoine professionnel, et puis c'est tout. C'est juste une formalité de ce genre-là, mais qui nécessite une évaluation financière. Parce que c'est quand même une opération comptable. Donc ça, c'est important, et fiscalement, ça peut permettre d'avoir des avantages et de céder plus facilement son logiciel sans avoir d'impact. Enfin, il y aura quand même des impacts fiscaux, mais moindres que si vous êtes dans le cas qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, de plus, le statut permet bien sûr d'encadrer les perceptions de revenus éventuelles, de licences, d'exploitation, etc. Ça vous permet d'avoir une coquille qui permet de traiter ça. Et vous faites soit imposer, l'impôt sur le revenu, je crois. Je ne sais pas si c'est éligible à l'impôt sur les sociétés. J'ai un trou. Mais enfin, bon, globalement, ça permet d'avoir au moins une immatriculation, de pouvoir simplement faire des factures, ce genre de choses. Ça facilite un petit peu les échanges avec des tiers. Et si vous faites une cession, en fait, après vous faites simplement de votre logiciel et que c'était votre seule activité, vous faites simplement une cession totale ou partielle, si ce n'était pas la seule activité, une cession totale ou partielle d'actifs. Donc c'est-à-dire que quand vous devez par exemple vous associer à d'autres personnes dans une société collective, SAS, SAR, peu importe, vous pouvez apporter une branche d'activité. En fait, l'évaluation sera un petit peu différente et l'impact sera différent également. Donc c'est vraiment une solution à envisager qui peut faciliter beaucoup de choses. Voilà, sur ces questions-là. Donc, je ne vais pas forcément approfondir, parce que vous n'êtes pas tous dans ce cas de figure, mais c'est bon à savoir. Et donc, pour finir, si vous êtes une société déjà instituée, donc les droits de propriété intellectuelle, comme on ne parlait que d'eux, appartiennent généralement à la société. Alors je dis bien généralement, ce n'est pas le cas systématiquement, parce qu'il y a des éléments contractuels qui peuvent aller démontrer le contraire si vous n'avez pas fait attention. S'il n'y a pas eu de cession des droits d'auteur, des droits de propriété intellectuelle, par exemple avec des développeurs qui seraient passés là en stage ou peu importe, enfin, qui auraient fait des développements mais qui n'ont pas signé de cession de droit, ou en tout cas ce n'est pas stipulé dans leur contrat de travail, qu'ils cèdent les droits sur ce qu'ils ont produit. C'est le cas aussi des stagiaires, notamment dans les startups, il y a beaucoup de stagiaires qui passent. Ça peut être sur ne serait-ce que faire les logos, les chartes graphiques, ne serait-ce que ça peut aussi poser problème parce que éventuellement on peut après coup avoir des gens qui viennent demander des droits et qui sont tout à fait légitimes pour le faire parce qu'ils n'ont pas cédé leurs droits au départ. Donc ça peut être un contre-coup assez inattendu, surtout bien sûr quand vous connaissez le succès. Quand vous n'avez pas de succès, en général, vous n'avez pas d'ennui à ce niveau-là. Mais bon, du coup, premier conseil quand vous êtes en société, c'est de bien verrouiller ces droits de propriété intellectuelle pour que ce soit indiscutable. Donc bien verrouiller toutes les clauses de cession. Oui, il faut faire signer des cessions de droits à tous stagiaires, salariés, prestataires. Il faut pouvoir avoir une clause qui permette de dire que voilà, le prestataire, le stagiaire, etc., cède ses droits à la société. Alors bien sûr, ça peut être rémunéré, alors notamment les prestataires, par exemple les personnes qui font des logos, ce genre de choses. Il y a la rémunération au temps passé où ils fournissent le produit, mais il peut aussi céder ses droits d'auteur. Et ces droits d'auteur-là peuvent être aussi l'objet d'une licence, peuvent être considérés, être payés sur plusieurs années. Donc il y a eu Nike notamment qui a eu cette problématique-là, avec son logo, la fameuse virgule qui avait été faite, je crois, par un graphiste à l'époque. Et vu le succès qu'a connu Nike avec cette marque-là, le graphiste a demandé d'avoir un ajustement de sa rémunération au titre de droit d'auteur et qu'il a obtenu. Voilà. Alors, la cession des droits, la clause de cession des droits, oui, normalement se fait idéalement dans le contrat des signatures, si c'est un salarié, des signatures du contrat CDI, CDD, peu importe. Le stagiaire, ça peut se faire au niveau de la convention, mais généralement, il vaut mieux faire même un acte isolé, ça peut être un avenant au contrat.
mais voilà, c'est un papier juridique qui permet de dire tout développement qui auront été faits dans le cadre de la société appartient bien à la société. Et si c'est un prestataire, c'est que dès que la facture est payée, grosso modo, de sa prestation, eh bien, les droits sont transférés automatiquement à la société. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça, donc ça, il y a des juristes qui le font très bien. Il y a sans doute des modèles aussi sur Internet, il me semble sur Jurismatique ou ce genre de choses qui permettent d'avoir des modèles pour, on va dire, réparer les pots cassés si on n'y a pas pensé. Mais en tout cas, voilà, de lisser bien ces aspects-là pour pas qu'il y ait potentiellement plus tard en fait des gens qui viennent réclamer des droits parce que ça n'a pas été simplement mis à plat. Voilà, ça c'est un gros problème, ça peut jouer, en fait ça constitue un risque et qui potentiellement peut affecter la valeur de votre projet in fine. Alors ici je fais des développements sans contrat, juste facture, du coup je garde les droits sur le code. C'est-à-dire, donc c'est toi qui. Donc, alors hier, je me permets de te tutoyer, bien sûr, je te connais bien, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde dans la salle, mais donc c'est toi qui fais les développements pour d'autres, hein, sans contrat, et juste tu factures, c'est toi, de toi que tu parles, en disant qu'après c'est toi qui gardes les droits sur le code. Enfin, c'est ce que je comprends. Mais généralement, quand on fait ça, si une facture, le mieux c'est de faire un contrat avant quand même. Je fais des devs en freelance. Oui. Alors la facture peut faire office de contrat. Par contre, dans ce cas-là, toutes ces clauses-là, il faut les mettre avec les conditions générales de vente, grosso modo, de ta facture, si tu n'as pas fait de contrat avant. Mais idéalement, il vaut mieux faire un contrat avant qui stipule tout ça, ça évite d'avoir des mauvaises surprises. En tout cas, ton client sera déjà au fait de tes conditions. Et quand tu factureras, il n'aura pas de surprise. Si tu rajoutes des conditions générales de vente qu'il n'a pas lues. Voilà. Donc le mieux, c'est d'être quand même clair et de faire un contrat auparavant ou un mail, enfin, peu importe, mais que ce soit clarifié. Et que la facture, une fois qu'elle est acquittée, normalement, devrait stipuler que potentiellement, enfin, si en tout cas ton client fait bien son job, que tu cèdes les droits, le code source, et que voilà, le client en est propriétaire, il en fait ce qu'il veut et que tu n'as pas de droit dessus. Donc, normalement, ce serait plutôt ça. Alors, il y a peut-être des juristes qui pourraient me dire le contraire s'il y en a dans la salle qui sont encore là. Mais globalement, voilà. Donc après, tout se négocie, bien sûr. Mais idéalement, quand on est une société, on n'a pas envie d'avoir cette espèce d'épée de Damoclès sur la tête en se disant, bah tiens, potentiellement, ce stagiaire, ce développeur, ce freelance pourra venir plus tard, dans 2-3 ans, quand j'aurai du succès, me réclamer des droits. C'est vraiment inconfortable et en plus, ça pénalise le projet potentiellement dans ses futures transactions. Même si tout le monde n'est pas forcément regardant sur ces questions-là, mais bon, il faut quand même le savoir. Moi, je suis regardante en tout cas sur ces questions. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Ilia. Dis-moi. Ah, si tu veux réutiliser le code que tu as écrit. Ça, c'est une bonne question. Donc la question d'Ilia, c'est donc il fait des développements freelance payés à la journée. Généralement, il ne contractualise pas nécessairement en amont, mais c'est la facture qui fait office de conclusion de la transaction avec son client. La question, c'est est-ce qu'il peut utiliser le code qu'il a développé pour faire d'autres choses, en fait. Alors, tout dépend de la formulation, je pense, de la clause juridique qui va te lier à ton client. Normalement, quand on fait une cession des droits de propriété, c'est que généralement, alors, dans le cas du logiciel, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément pleins et entiers, parce que typiquement, on pourrait très bien redévelopper ce code-là, il a déjà été fait. Mais on peut très bien dire, comment dire, en fait, en tout cas, il faut assurer son client qu'il a la pleine propriété et que toi, en tant que freelance, en tout cas, tu ne vas pas aller lui demander des comptes plus tard. Donc, il a vraiment la pleine propriété du code et toi, tu sais de les droits que tu ne demandes aucune rémunération supplémentaire pour plus tard ou je ne sais quoi. Mais après, tu peux très bien revenir du fait que toi, tu peux le réutiliser pour toi, pour développer d'autres choses. Voilà. Après, le client, lui, peut très bien dire non, c'est un développement propre, je veux en être exclusivement propriétaire et je ne veux pas que ce code soit réutilisé par ailleurs. Ça aussi, il peut le dire, mais non, ça se paye plus cher. Voilà. Donc c'est toujours une question, c'est là qu'on va valoriser finalement les droits d'auteur. Comme je disais tout à l'heure, quand on fait un logo, les graphistes, eux, ils peuvent très bien faire une prestation au temps passé, c'est-à-dire ils fournissent un logo à une société et ils peuvent avoir une deuxième ligne sur leur facture qui consiste à dire je vous cède les droits d'auteur pendant 5 ans à titre exclusif sur tel pays, enfin bref, voilà, un peu comme un contrat de licence de brevet ou de marque.
et ils peuvent très bien rémunérer ça. Donc généralement, pour un logo, ça ne se pose pas, généralement c'est exclusif. Par contre, pour du code logiciel, on peut très bien imaginer qu'une société qui fait un code se réserve le droit d'exploiter ce code-là pour d'autres solutions qu'elle peut vendre à d'autres, sans pour autant aller chercher des poux, entre guillemets, à son client, le premier pour lequel, en tout cas, elle a développé ce code-là. Donc, généralement, c'est une ligne, ça se négocie, c'est vraiment ça. C'est quand il y a une cession de droit d'auteur qui est faite d'une société à une autre, il faut simplement que ce soit clair. C'est -ce que si le code il a titre exclusif et qu'il n'y a aucun droit de reproduire ce code par ailleurs, vous êtes en droit de faire payer plus cher la ligne cession des droits d'auteur. Voilà. Tout se négocie. Mais globalement, je ne pense pas que les clients aillent chercher, enfin voilà, si c'est pas dommageable pour leur activité, bien sûr, si vous n'allez pas faire le même produit, le même code dans un autre on va dire projet qui soit concurrent du sien, a priori, il n'ira pas vous poser problème. Mais en revanche, il faut quand même, voilà, vaut mieux contractualiser bien pour pas avoir de soucis. Donc voilà, je ne sais pas si ça a bien répondu à ta question. Mais après, c'est vrai qu'il faut voir un peu au cas par cas et avec un juriste pour vraiment voir ce qu'il est possible de faire et dans quelle mesure on peut réutiliser ce code en fonction de ce qui a été écrit entre les parties. Et ce qui est convenu par défaut quand rien n'est convenu. Voilà, ça c'est important, il faut vraiment voir au cas par cas avec les textes, les échanges, etc. Donc si j'en reviens à ma question de société, donc pour cadrer quand on est une société, donc voilà, verrouiller les droits de propriété, et donc là, ne pas hésiter à se faire aider d'un juriste quand la situation n'est pas très propre au départ. Donc ça, c'est important. Oui, donc en l'absence de contrat, ce n'est pas clair, en effet. S'il n'y a pas de contrat, bah, on ne sait pas s'il y a eu cession des droits ou pas, et généralement, on peut estimer que non. Quand une société fait appel à un freelance, de fait, si le contrat, ou il n'y a pas de contrat qui stipule qu'il y a une cession des droits, de fait, on va estimer qu'il n'y a pas de cession de droits. C'est pas le fait que la facture soit payée qui va dire que la société est propriétaire des droits. Ça, c'est faux, c'est décorrélé. Donc, du coup, c'est vraiment important de contractualiser à ce niveau-là. Donc, autant quand on est freelance, c'est pas gênant parce que finalement, vous n'allez pas vous retourner contre la société pour réclamer des droits ou ce genre de choses. Par contre, du point de vue de la société, c'est dangereux pour elle parce que potentiellement, oui, le freelance pour elle lui pose des problèmes. Donc, ça peut arriver. Donc, j'ai déjà été témoin de ce genre de choses, donc c'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir verrouiller tout ça. Et c'est vrai que ne serait-ce que cette négociation-là, quand on revient vers les gens, alors, bah, tiens, on n'a pas signé la clause de cession des droits d'auteur, bah, là déjà vous commencez à voir si ça peut être un sujet de réticence ou pas, donc autant le faire au début, c'est plus simple. Mais après, si ça n'a pas été fait, le mieux c'est quand même de corriger, d'essayer de corriger, d'amener ça, enfin, de faire en sorte qu'il y ait une cession des droits, et sans appeler forcément une rémunération autre, hein, mais voilà, simplement pour bien clarifier la situation. Ça, c'est essentiel. Donc, quand vous êtes une société, ensuite, quand vous envisagez de céder, donc de vendre le logiciel ou bien de l'apporter à une autre société, imaginons, dans ce cas-là, bon, bah, les frais sont supportés par l'entreprise, pas par les personnes physiques, je vais y arriver. Bien sûr, ça dépend du contexte, des conditions de la cession et compagnie, et que de toute façon, tous les produits qui sont issus de ces transactions-là vont être assumés par la société. Donc, si elle est à l'impôt sur les sociétés, ce qui est quand même la majorité des cas, il n'y aura pas d'impact par exemple, sur l'impôt sur le revenu, etc. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci quand on est en société. Par contre, c'est la société qui bénéficie de tout ça. Voilà, donc voilà pour l'importance du cadrage au départ des projets digitaux, parce qu'il peut y avoir un impact en termes des droits de propriété intellectuelle sur ce que vous développez, en tant que personne physique ou personne morale, donc en fonction des cas, et ensuite une incidence fiscale potentielle au cas où vous fassiez des transactions autour de votre projet. Donc que vous le vendiez, que vous le cédiez à une société contre des parts sociales, etc. Ou même simplement en concéder des licences. Le fait d'avoir des remontées de revenus par rapport à ce logiciel ne vont pas être imposées de la même façon selon que vous soyez en société, selon que vous soyez en activité déclarée ou selon que vous soyez entrepreneur non déclaré, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment essentiel de limiter en fonction de votre cas personnel, personnel et professionnel, j'ai envie de dire, des ambitions que vous avez, il faut vraiment voir quelle est la meilleure structure pour vous. Donc ça, c'est vraiment le premier point important et qui est lourd de conséquences. Et généralement, pas bien connu et bien abordé
et encore moins dans les incubateurs, j'ai envie de dire, et encore moins quand on est tout seul dans son coin. Donc ça, c'est vraiment le premier point important. Donc en conclusion, sur cette première partie du cadrage, donc, mine de rien, on a fait quand même beaucoup de temps sur cette partie-là. Si le développeur entrepreneur solo veut mieux déclarer son activité sous forme d'une entreprise individuelle, ça suffit aussi, hein, pour exploiter son logiciel et avoir le moins d'incidence possible, on va dire, du point de vue personnel et financier. S'assurer que les droits de propriété intellectuelle sont clairs, donc bien avoir des clauses de cession de droits quand l'opportunité, quand le contexte fait que c'est nécessaire de le faire. Une bonne structuration, donc on va pouvoir générer quand même quelques économies du point de vue fiscal quand c'est bien étudié en amont. Donc ça, c'est important. Et ça va vous permettre aussi d'avoir une activité facilitée, hein, pour valoriser votre solution, générer du chiffre d'affaires potentiel, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Bien entendu, tout ça n'est vrai que, enfin, surtout vrai pour des développements lourds. Si vous faites un site vitrine, bien sûr, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Ce n'est pas des projets qu'on va estimer de valeur plus que ça. Hein, c'est vraiment des solutions lourdes où il y a des fonctionnalités, où il y a de l'intelligence, des sites plateformes, etc. Un site vitrine, un blog, bon, ok, c'est pas. Quoique le blog, il y a aussi du contenu de droit d'auteur qui peuvent être intéressants. Mais voilà, globalement, c'est quand même pour des solutions plutôt lourdes avec des fonctionnalités, de l'intelligence derrière qui demandent du temps. Donc ça, c'est important. Et si vous envisagez de céder votre projet, donc soit de le vendre, soit de l'apporter dans une société, généralement, il faut réaliser une évaluation financière, parce que souvent, c'est supérieur à 30 000 euros dans ces cas de solutions assez lourdes. Et donc, en cas d'apport, c'est aussi bien de faire évaluer votre solution par un tiers. Donc voilà, après, vous pouvez aussi faire du commun accord, mais ça engage la responsabilité en fait, des associés. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc jusque-là, donc on a pris beaucoup de temps sur cette partie-là. Avez-vous trouvé ces informations utiles, a priori, pour vous? Est-ce que vous avez appris des choses? Non, je crois que je vous ai endormi. Oui, bon, d'accord, ça me rassure. Donc déjà, vous avez appris quelques petits éléments. Donc bah, écoutez, c'était déjà le premier objectif parce que c'était le gros morceau, généralement, qui est mal maîtrisé par les professionnels du digital. Donc ça, c'est déjà un premier point, j'en suis ravie. Euh, J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. D'ailleurs, si j'ai des avocats fiscalistes dans la place, ou des juristes qui ont des choses à préciser, parce que je ne suis pas juriste, hein, de formation, bien sûr, n'hésitez pas à me faire savoir. Si j'étais trop approximative dans mes explications ou que ça peut laisser place à des mauvaises interprétations, n'hésitez pas, hein, je ferai la clarification en live. Donc on va passer au deuxième volet, c'est la protection des projets digitaux. Donc là c'est aussi essentiel, donc ça va de pair avec ce que je disais tout à l'heure sur la protection des droits de vos projets. Donc ça peut être, comme je disais, ça peut aller du site internet à l'objet connecté en passant par les applications, les logiciels et compagnie. Et donc en général ce sont des éléments complexes. Parce que vous avez le code informatique évidemment. Donc ça c'est la première chose à laquelle on pense. Donc le code informatique il se protège par droit d'auteur. Il y a une association qui est très bien, c'est l'Agence de protection des programmes qui fait ça très bien, où en fait quand vous avez développé votre solution, par exemple la première version, vous allez la déposer, clé USB simplement, vous allez à l'Agence de protection des programmes, ça se fait aussi en ligne maintenant, et vous déposez votre code. Entre guillemets, il est mis sous séquestre, c'est un peu comme une enveloppe solo, sauf que dans l'enveloppe solo, vous ne pouvez pas mettre de clé USB, je crois que c'est très limité en termes de quantité d'informations que vous pouvez mettre dedans. Et si vous mettez une clé USB et qu'elle se retrouve trouver, ce serait quand même un peu dommage. Mais l'agence de protection des programmes est faite pour ça. Et en plus, elle a d'autres services. C'est assez bien. Vous pouvez faire du versionning, du suivi. C'est très très bien fait. Et en plus, ils peuvent servir entre guillemets de tiers de confiance euh, quand, vous discutez avec d'autres sociétés. Enfin, donc c'est plutôt une bonne opportunité. Donc vous pouvez protéger ce code-là. Alors c'est pas une protection ainsi que le brevet, bien sûr. C'est juste une garantie que vous déclarez que ce code que vous avez développé est bien issu de vous, que vous en êtes propriétaire. Et donc si vous avez un souci quelconque avec, je ne sais pas, un associé, un stagiaire qui prend un bout de code et qui le reproduit ailleurs, vous aurez toujours cette version de référence qui va vous permettre donc David me précise qu'il y a aussi l'enveloppe solo électronique. Donc peut-être que ça peut fonctionner. Il faudrait voir avec l'INPI si ça peut fonctionner.
Je sais que l'agence de protection des programmes est vraiment dédiée à ça. Donc du coup, il y a aussi une question de versionning, etc., qu'on n'a pas forcément avec l'enveloppe solo. Voilà, donc David me confirme que l'APP est très bien pour les codes informatiques. Donc merci David pour cette confirmation. Et c'est vrai que je passe en général essentiellement par eux, enfin le client passe essentiellement par cette agence. Et en plus, elle est reconnue internationalement, donc ce qui est plutôt bien si jamais on a des soucis en justice et qu'il faille prouver que votre code est en fait antérieur à un autre, que quelqu'un vous a bien piqué un bout de code, etc. Enfin voilà, c'est une bonne source pour servir de référence. Et bien sûr, avec ce code informatique, qui est donc protégé au titre de droit d'auteur, vous pouvez associer aussi vos documentations techniques, commerciales, les spécifications. Tout ça, vous pouvez le joindre à votre dépôt. Ça, c'est tout à fait intéressant parce que du coup, vous avez vraiment, à l'instant T, en fait, vous avez figé, grosso modo, ce que vous avez fait comme développement. Donc, ce qui est plutôt bien parce qu'au moment, par exemple, de faire un apport ou le vendre, bah, vous savez pertinemment ce que vous avez cédé, ce que vous avez vendu. Donc, en cas de conflit où il faille retrouver exactement ce logiciel, et bien de toutes les façons, on pourra toujours se référer donc en l'occurrence à l'APP, bah, pour retrouver ces données-là. Donc ça, c'est important. Et ça va certifier, ça va vous donner un droit, en fait. En fait, on va présumer déjà que vous êtes le bon propriétaire développeur du fait que vous avez fait cette démarche. Donc ça, c'est le premier point, entre guillemets, c'est vraiment le corps du projet digital. On pense souvent code informatique, mais bien entendu, en général, il y a la marque qui est associée et qui, souvent, une fois que le projet est lancé commercialement, va petit à petit porter toute la valeur de ce projet digital. Donc petit à petit, en fait, la valeur du code initial, ça va être finalement la valeur du code, ça va être l'effort de développement initial qui a été mis en œuvre, donc on va dire plutôt le coût de développement. Et la marque, elle, va plutôt porter le potentiel commercial, hein, finalement, ce que vous aurez réussi à mettre en œuvre, à commercialiser, le positionnement marché, c'est la marque qui va le prendre. Donc quand je dis la marque, ça peut être le logo qui est associé et le nom de domaine aussi, si vous êtes bien référencé sur Internet. Donc tout ça est lié. Donc sur la marque, le logo, là c'est un dépôt de marque, bien sûr, pas de l'INPI, qu'il faut faire, donc en France, voire ailleurs. Hein, vous pouvez, ça dépend des moyens dont vous disposez, c'est toujours la question. Ensuite, ce qui peut être aussi protégé, c'est le design d'interface, l'ergonomie de votre solution. Donc là, de même, il y a plusieurs façons de le faire. Donc il y a les dessins modèles, éventuellement auprès de l'INPI que vous pouvez faire. Ça peut être aussi une question de marque ou de logo si vous avez des icônes particulières, enfin, vraiment une distinction graphique qui est intéressante à protéger. Il y a ces aspects-là, ou sinon simplement le droit d'auteur aussi qui fonctionne. Donc là-dessus aussi, vous pouvez faire des protections. Alors après, il y a tout ce qui gravite autour, type intelligence artificielle, algorithmes, les procédés, le savoir-faire, les usages, les résultats associés, les fonctionnalités et compagnie. Donc tout ça est codé généralement. Sauf que, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le code informatique va protéger, enfin, sous le droit d'auteur va protéger vraiment le code comme il est écrit, comme vous pouvez protéger un roman, mais ne va pas protéger, entre guillemets, les fonctionnalités. Si quelqu'un reproduit votre solution avec un autre langage, en fait, vous ne pouvez rien faire contre lui. Euh, Sauf si vous avez pu le protéger d'une autre façon, on va dire, tout ce qui est fonctionnalité, résultat, toute l'intelligence qui est en plus derrière ça. Et donc là, c'est plutôt, alors ça peut potentiellement être du brevet, hein, quand ça s'y prête, c'est quand même rarement le cas dans les projets digitaux. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, une brique qui soit innovante, nouvelle, qui apporte un résultat technique. En fait, c'est une solution technique à une problématique technique généralement. Donc, c'est pas évident de rédiger ça et puis de le mettre dans un brevet, mais parfois c'est possible. Donc, ça peut être intéressant de se poser cette question-là. Et sinon, il y a le secret aussi, hein, tout simplement. C'est essayer de garder secret des briques qui sont importantes dans votre projet digital. S'il y a un algorithme particulièrement sensible, s'il y a une brique d'intelligence artificielle que vous avez développée en propre, que vous pouvez protéger, des procédés particuliers. Enfin, voilà. Après, vous pouvez aussi nourrir du secret derrière votre projet digital en vous arrangeant pour que même avec le code source, on n'ait pas accès à ces données-là forcément facilement. Donc, et pareil sur le code source, d'ailleurs, quand vous le déposez, en général, il n'est pas divulgué, il faut le savoir quand même, mais vous pouvez aussi prendre parti de ne pas tout déposer.
hein, de ne pas tout déclarer si vous n'avez pas envie que potentiellement quelqu'un puisse ressortir ce document-là, avoir accès à votre code source et du coup trouver des briques secrètes. Donc, voilà. Après, faut vraiment, en fonction de votre stratégie, en fonction de ce qu'il y a de la valeur dans votre projet, savoir ce que vous voulez protéger exactement et de quelle façon. Donc c'est vraiment au cas par cas, bien sûr, il n'y a pas de solution, mais généralement, le B à bas, c'est quand même, on dépose le code et les documentations techniques et commerciales, on protège la marque et le logo de façon correcte. Et pour ça, il faut faire une étude d'antériorité avant, pas déposer sa marque comme ça d'emblée. Avoir seulement un nom de domaine ne vous protège pas spécialement, hein, ça ne vous donne pas un droit sur la marque, donc méfiez-vous. Et puis éventuellement donc l'ergonomie, etc. Donc voilà, il y a plusieurs briques que vous pouvez comme ça combiner entre elles. Donc ça va dépendre de votre stratégie, de la valeur de votre projet, enfin, de la brique la plus valeureuse, et puis de vos moyens, évidemment. Alors forcément, c'est sûr que déposer un brevet, c'est beaucoup plus cher que de déposer une marque ou déposer simplement son code. Hein. Donc il faut le savoir, mais généralement, tout ce qui est protection de droit d'auteur, c'est quand même assez peu coûteux, ça vaut le coup de le faire, ça ne mange pas de pain. Et c'est toujours, ça peut toujours être utile. En tout cas, ça va crédibiliser votre démarche d'entrepreneur et de développeur. Donc ça, c'est toujours bon à faire et à savoir. Et ça sécurise vos échanges commerciaux, vos échanges avec des partenaires. Donc vraiment, si vous pouvez protéger ça, c'est bien. Donc moi, si je vous donne mon regard d'évaluatrice entre guillemets pour les digitaux, je vais toujours considérer l'aspect juridique autour de ces projets-là. Je vais toujours voir si est-ce qu'il y a un risque juridique au niveau, par exemple, est-ce que tous les droits appartiennent bien à la société ou au développeur? Est-ce qu'il n'y a pas un doute? Est-ce qu'il n'y a pas potentiellement quelqu'un qui va se réveiller demain en disant tiens, non, en fait, moi, j'ai 30% de cette solution-là. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce que la marque est protégée? Parce que, imaginons un projet digital qui a du succès, qui s'est bien développé, et on s'aperçoit que la marque est très faible et qu'elle peut se faire très facilement contrefaire par d'autres, ça pose problème aussi. Voire, c'est vous qui allez avoir peut-être des problèmes avec des gens qui vont s'opposer à votre marque parce que vous n'avez pas bien déposé, voire vous ne l'avez pas déposé, et ils vont la juger trop proche de la leur. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir toute une communication à refaire, vous devez changer de marque, etc. Il y a déjà eu des cas. Et ça peut être très problématique. Donc du coup, c'est vraiment très très important de lever le voile et de limiter les risques juridiquement à ces niveaux-là. Ça évite des retours de bâton un peu violents quand on a fait les choses un petit peu trop par-dessus la jambe ou de façon un peu trop fragile. Donc ça, c'est réellement important de considérer ces aspects-là. Bien sûr, en fonction de votre stratégie, de vos moyens, du type de projet que vous avez. Hein. C'est toujours du cas par cas. C'est pas la peine de sortir la batterie des outils, mais vraiment juste ceux qui vont être nécessaires en fonction de la valeur que vous voulez développer. Donc je ne sais pas, parmi ces procédés, est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà vous mis en place? Donc visiblement, d'après ce que j'ai pu comprendre des différents messages que j'ai eus, c'est donc certains ont déjà déposé des codes auprès de l'APP ou voire sous forme d'enveloppe solo. J'imagine aussi que vous avez sans doute fait des dépôts de marque. Mon domaine, je ne vous pose même pas la question, généralement c'est quand même le B.A.B.A. Mais bon, est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvert, vous dites tiens, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Vous avez découvert des choses ou pas? Oui, le brevet, je savais pas. Oui, alors du coup, le brevet, c'est possible, hein, enfin, c'est possible. Dans certains cas, ça peut être étudié. Sur vraiment des solutions, en général, c'est des solutions lourdes qui apportent vraiment un résultat technique particulier. Et il y a certaines briques qui peuvent faire l'objet d'un brevet dans ces cas-là. Donc ça peut être intéressant de le faire, ça s'étudie. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt. Bonne synthèse, merci, merci. Merci Michel. Très bien, bah, écoutez, ok, on va passer à la suite, hein, parce que mine de rien, je prends beaucoup de temps sur cet aspect-là. J'espère que vous avez compris en quoi ça peut être important de procéder à ces éléments de protection, ne serait-ce que pour s'assurer de la bonne propriété des droits et une liberté d'exploitation aussi, hein, tout bêtement. Donc là-dessus, j'espère que c'est clair et qu'en tout cas, vous y penserez. C'est surtout ça. Même si vous décidez que non, vous ne le ferez pas, mais que vous y aurez pensé. Ce sera vraiment réfléchi. C'est un peu le but du jeu. Ok. Donc très bien. Troisième volet. Alors l'exploitation, donc ça généralement je suis en terrain connu. Pour vous, c'est que bon, voilà, quand on fait un projet digital, c'est quand même quelque part pour en faire quelque chose. C'est pas juste pour développer l'amour du développement.
Donc souvent, c'est bon, soit vous-même qui allez l'exploiter, soit quelqu'un d'autre qui vous a rémunéré pour faire ça. Mais globalement, il y a plusieurs façons d'exploiter un projet digital. Soit vous êtes développeur individuel et vous ne comptez pas spécialement faire la commercialisation, donc ça on va le voir en deuxième point. Mais si vous êtes entrepreneur individuel et que vous faites une commercialisation directe par vos soins, donc si vous êtes en entreprise individuelle, que vous avez choisi ce statut, donc là vous pouvez rester dans cette entreprise et puis faire de l'exploitation de votre solution et puis éventuellement changer de statut si ça s'y prête, hein, si vous voulez vous associer ou quoi, il y a possibilité. Et puis après, c'est un statut qui, je crois, est quand même peut s'avérer limité sur certains aspects fiscaux, etc. Donc, après, il faut voir en fonction de votre situation. Si vous êtes personne physique et que vous voulez exploiter commercialement la solution, évidemment, il va falloir se structurer juridiquement, au moins faire une entreprise individuelle, ça va commencer à s'imposer. Parce qu'il faut pouvoir facturer, hein, tout bêtement. Donc ça, c'est vraiment le B à bas. Et après, si vous envisagez ce fameux apport au capital à la création ou pas, en fait, vous pouvez temporiser cet apport au capital, c'est ça que je veux dire. En fait, vous pouvez le faire soit à la création, ça va limiter l'impact fiscal, puisque en général, le projet n'aura pas pris beaucoup de valeur, parce qu'il n'aura pas été commercialisé déjà. Donc, on va vraiment se baser sur le coût, comme je le disais tout à l'heure, plutôt que sur son potentiel de déploiement. Si vous faites l'apport plus tard, donc ça c'est possible, hein, puisqu'entre-temps, au moment où vous êtes propriétaire individuel, entre guillemets, de votre logiciel et que vous voulez l'exploiter et l'apporter plus tard au capital de votre société, vous pouvez en attendant concéder une licence d'exploitation entre vous-même et l'entreprise. Sachant que le vous-même, c'est pas plus mal de le faire en entreprise individuelle. Mais... Et donc pendant ce temps-là, vous faites une concession de licence, ce qui vous garantit que vous êtes propriétaire des droits, et si l'entreprise coule, parce que voilà, elle n'a pas réussi à développer la solution, à trouver son marché, les associés se sont déchirés entre eux, etc. En tout cas, vous n'avez pas perdu la propriété de vos droits. Et ça, c'est essentiel. Donc, c'est un petit élément de temporisation qui peut être utile à mettre en œuvre au départ. Et en fait, faire l'apport une fois que c'est vraiment justifié, par exemple, si le succès commence à poindre, etc. Là, vous pouvez valoriser et apporter au capital le moment venu votre solution. Donc, si ça a été bien cadré au départ, normalement, les impacts sont limités. Donc le faire au bon moment, hein, ça j'y reviendrai au niveau du quatrième volet de la valorisation. Ensuite, si vous n'avez pas vocation à exploiter vous-même votre plateforme, par exemple en mode SaaS, mais que vous voulez la faire exploiter par d'autres sociétés, une ou plusieurs d'ailleurs, soit vous pouvez céder, vendre votre logiciel, donc sous forme de cash ou de part dans la société, soit vous concédez des licences et vous êtes éditeur en fait d'une solution logicielle et puis vous trouvez des distributeurs, des clients, et pour que trouvent les clients finalement. Donc vous êtes simplement éditeur. Donc c'est un modèle qui va très bien. Donc ça c'est voilà, les différents modes d'exploitation. Et puis bien sûr, si vous êtes dans l'exploitation commerciale directe, après il y a différents modèles d'affaires qui s'appliquent, hein, qui peuvent se combiner entre eux. Vous avez la vente directe, hein, donc là je vends des licences à mes clients, donc avec des formules d'abonnement, hein, comme on voit souvent. Des ventes indirectes où donc, vous êtes éditeur et via des réseaux de distributeurs et partenaires, vous concédez licence de votre logiciel. Soit vous optez plutôt pour l'open source, et dans ce cas-là, vous allez plutôt valoriser des services annexes, donc du support, l'information sur ce que vous avez développé. Vous pouvez vendre de la prestation de services également. Hein, donc là, c'est comme le format Airbnb. Hein, vous avez une plateforme et finalement, l'éditeur il va se rémunérer sur l'intermédiation, les transactions, une commission sur les transactions. Et ensuite, vous avez aussi la mise à disposition gratuite, donc souvent dit freemium. Alors, parfois, freemium se contente de fonctionnalités limitées. Il y a une formule premium rémunérée pour des fonctionnalités plus avancées. Et généralement, ces modèles de freemium sont compensés par la rémunération sous forme de publicité, d'affiliation et compagnie. Enfin, après, tout se combine, tout est possible, j'ai envie de dire. Et en fait, là, c'est le business model qui va être important, puisque comme le disait Lia tout à l'heure au début, et puis quelqu'un d'autre dont je ne me souviens plus du prénom, je l'ai plus sous les yeux. En effet, c'est le chiffre d'affaires aussi qui va donner le plus de valeur ensuite à votre projet digital. Donc, une fois bien protégé, etc., c'est vraiment l'exploitation commerciale qui va lui donner plus de valeur que ce que vous avez dépensé, entre guillemets, en coût de développement, temps passé compris. Donc là, c'est important du coup d'optimiser à ce niveau-là, de bien réfléchir au modèle d'affaires
pour faire en sorte qu'il soit optimal et que vous génériez une marge importante finalement. C'est quand même le but de la manœuvre. Donc là, c'est vraiment essentiel, il ne faut pas l'oublier, donc je préfère le rappeler. Donc voilà. Et donc pour revenir à la valorisation, donc dans le cas où voilà, vous avez votre logiciel, vous envisagez un jour de l'apporter à une société, vous ne savez pas spécialement quand ou quoi, pourquoi, et déjà pourquoi le faire. Alors le cas de l'apport, c'est toujours ce genre de cas qui m'est soumis. J'ai aussi les cas moins drôles de conflits et compagnie, mais le cas de l'apport est quand même souvent présent. Le fait de faire un apport en nature, alors, via un projet digital en l'occurrence, puisque c'est de ce dont on parle aujourd'hui, ça permet surtout de renforcer les fonds propres de l'entreprise. Donc c'est un terme comptable, en gros ça augmente le capital de l'entreprise. À quoi ça sert? Ça sert à renforcer la crédibilité vis-à-vis des partenaires et des investisseurs potentiels. Quand on est une entreprise, un éditeur de logiciels avec un capital de 10 000 euros versus celui qui a un capital de 500 000 euros, tout de suite on n'a pas les mêmes arguments, on n'est pas considéré de la même façon. Donc ça a un premier impact de crédibilité sur le marché. Ensuite, le fait d'apporter à un moment donné votre projet digital, donc et bien sûr, pour l'apporter, il faut qu'il soit à l'extérieur au départ. C'est implicite, mais je préfère le préciser. Donc, si vous êtes encore propriétaire au titre d'une autre société ou à titre encore de personne physique et que vous l'apportez, donc ça permet en fait cette valorisation, ce mécanisme d'augmentation de capital, de limiter les futures dilutions d'associés en cas d'ouverture de capital. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, mécaniquement, voilà, si je passe d'une entreprise qui fait 10 000 euros de capital à 500 000 euros de capital, quand vous ouvrez votre capital à d'autres, ensuite, après l'apport, eh bien, ce sera plus difficile pour eux de demander 30%. Parce que 30% de 10 000, c'est accessible, 30% de 500 000, c'est déjà plus compliqué. Voilà, vous serez moins dilué de facto, ils pourront demander moins de parts sociales. Donc ça permet de limiter cette dilution. Ensuite, mécaniquement également, il y a certaines aides financières qui sont, on va dire, dont l'assiette prend en compte en partie le capital de l'entreprise. Alors ça ne marche pas tout de suite, généralement, parce qu'il faut vraiment que ce soit, on va dire, intégré dans le capital comptablement. Mais voilà, du coup, ça peut aussi avoir un impact à ce niveau-là. Et puis, alors, autre impact, si vous avez des développements vraiment très lourds qui sont assimilés à de la recherche ou de l'innovation, et qu'en général, donc, ce sont des projets qui sont immobilisés comptablement, qui génèrent donc des dotations d'amortissement et compagnie. Du coup, ça peut rentrer dans les assiettes de crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation. Et donc générer finalement de meilleures subventions, entre guillemets. Donc c'est vraiment un impact à ce niveau-là, qui peut parfois être intéressant selon la nature de l'activité. Et puis, alors après, il y a des mécanismes fiscaux comptables qui peuvent s'avérer intéressants. Donc, en fait, à certains moments, il peut être intéressant d'avoir plus d'actifs au bilan que d'autres. Après, c'est des mécanismes de gestion qui peuvent aussi être utilisés. Donc voilà. Mais bon, la question, c'est que si vous envisagez, si vous trouvez que ces leviers-là sont intéressants, il faut pouvoir anticiper. Donc, du coup, il faut s'assurer que le logiciel reste bien à l'extérieur de l'entreprise qui va l'exploiter pour permettre de faire cet apport. Parce qu'une fois que le logiciel est déjà dans l'entreprise, vous ne pouvez plus faire cet apport. Vous pouvez toujours valoriser, mais vous ne pourrez plus faire cette augmentation mécanique entre guillemets, du capital de la société. Donc là, il est important du coup de l'anticiper. Donc ça fait partie de ces fameuses décisions au départ où il faut essayer d'avoir un peu une trajectoire pour savoir quelles sont les décisions, quelle est la marge de manœuvre qu'on veut se laisser pour plus tard. Voilà, pour faire ce type d'opération. Donc là, c'était dans le cas du logiciel qui était extérieur à l'entreprise. Si le logiciel est toujours, est dans l'entreprise, il est propriété de l'entreprise, dans ce cas-là, il peut quand même être nécessaire parfois de faire une évaluation de sa valeur. Quand vous êtes en fait en négociation souvent avec des partenaires, des investisseurs, des repreneurs, des acquéreurs, en général quand il y a des discussions comme ça, et que le logiciel n'est pas forcément mis au bilan de la société, il peut être important de le valoriser, surtout si vous êtes éditeur de logiciels et que c'est votre cœur de métier. Il peut être intéressant de le valoriser pour augmenter entre guillemets la valeur de l'entreprise, en tout cas pour qu'elle soit plus réaliste et plus conforme à la réalité. Donc ça, c'est un point important. Donc c'est pas parce que le logiciel est dans l'entreprise qu'il n'a pas d'importance, il ne se valorise pas. Il peut aussi se valoriser à ce moment. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur un logiciel.
où l'entreprise potentiellement elle a une valeur sur son marché, mais considérant le logiciel qu'elle a pu développer, elle a une valeur supérieure. Donc, parce que c'est un actif en soi qui peut vendre à part en fait de la société, hein. C'est un actif détachable. Donc voilà, donc cette valorisation-là se fait plutôt à titre informatif, hein, elle ne va pas forcément donner lieu à une opération comptable, quoi qu'il y a normalement des exigences au niveau de la comptabilité qui devraient réévaluer chaque année finalement le bilan de la société. Donc quand il y a des actifs immobilisés, normalement, comptablement, on est censé s'assurer qu'il n'y a pas d'écart de valeur entre le moment où ça a été enregistré et le moment où vous faites la clôture du bilan. Donc ça c'est technique, mais donc ça peut aussi intervenir à ce moment-là, quand vous avez vraiment des gros actifs qui peuvent peser lourd et qui font la différence dans votre bilan. Donc voilà, autre détail intéressant comptablement, donc ça c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose de pratiqué ou de connu, ça dépend des cabinets comptables qui, voilà, s'ils sont spécialisés ou non en gros dans le monde de l'édition et des projets digitaux. Mais tout ce que vous produisez en interne qui n'a pas forcément vocation tout de suite, ou même pas du tout à être commercialisé, par exemple, vous développez une application en interne pour être plus efficace sur un processus particulier ou aux caisses, et vous avez une équipe de développeurs en interne qui produit ça, donc ça ne va pas forcément donner lieu à du chiffre d'affaires directement, mais voilà, mais c'est quand même une production de valeur pour l'entreprise. Normalement, ces développements-là devraient être immobilisés comptablement, donc ça s'appelle de la production immobilisée, hein, c'est un produit d'exploitation en contrepartie, pour ceux qui ont un peu de notion comptable, et ça peut apparaître au bilan, donc augmenter aussi la valeur de votre société au bilan. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir le signifier, parce que par exemple, une entreprise qui développe mais qui ne génère pas de chiffre d'affaires, elle peut quand même avoir un produit d'exploitation du fait qu'elle a produit quelque chose en interne. Et c'est une façon aussi de valoriser le temps passé de vos développeurs sur ces projets-là. Comme ça, il est mobilisé ce temps-là. Et c'est pas une charge pleine. Donc ça, c'est pareil, c'est un mécanisme comptable. Il faut voir si c'est intéressant de le faire ou pas dans votre situation. Et donc, bien sûr, quand je vous dis, ouais, il faut évaluer, etc. C'est pas systématique, mais quand vous devez faire une évaluation, il y a un coût, bien entendu. Donc, il faut vraiment que ça ait un intérêt, qu'il y ait un impact et qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, il faut vraiment regarder s'il y a un avantage à le faire. Donc, s'il y a un impact avantageux, donc en fonction de tout ce que je vous ai dit auparavant, hein, du point de vue de la stratégie financière, capitalistique, fiscale, comptable, etc., ça peut être une démarche intéressante sur les projets digitaux. Donc voilà. Et alors, pour quasiment finir, normalement là je touche au but, quand valoriser? Donc généralement, comme je vous le disais, c'est une opération capitalistique, souvent une transaction qui va conditionner ce moment-là. Donc on va envisager ces valorisations-là. Donc là je parle vraiment de la valorisation financière, donc à la création bien sûr de la société. Donc ça peut être une filiale hein, aussi dédiée à une exploitation de logiciels. Quand vous allez envisager d'ouvrir votre capital à des investisseurs, des associés, quand vous allez rechercher des financements ou des partenaires, quand vous imaginez vendre ou transmettre votre société, quand vous voulez vendre le logiciel à un tiers, en cas de clôture comptable comme on a pu voir, enfin, il y a pas mal de moments où ça peut être nécessaire de le faire. Barbara, David, merci. Donc c'est David simplement qui nous quitte, donc au revoir. Merci, bientôt. Donc, info très intéressante sur la fiscalité et apport en capital de sa propriété intellectuelle. Merci. Bah, très bien. Bah, écoutez, je suis ravie. Bien, à bientôt. Donc voilà, donc les moments pour valoriser, il y en a plusieurs dans la vie de société. Après, il y a une question de bon timing, hein, surtout quand vous avez le choix. Hein, vous n'avez pas une pression par rapport à une condition extérieure. Donc il faut, en fonction de votre contexte, mesurer quand est-ce que ce sera le bon timing. Donc vous avez la stratégie de développement de votre activité qui va être un argument à considérer, vos contraintes personnelles et professionnelles, et puis les considérations fiscales, hein, les impacts qu'il peut y avoir entre qu'ils soient personnels ou sur l'entreprise, pour opérer des choix éclairés, optimaux, et puis bien documentés pour qu'ensuite, si l'administration fiscale se penche sur votre question, enfin, sur votre cas, vous puissiez prouver, enfin, fournir tous les documents nécessaires pour démontrer que vous avez fait une opération tout à fait claire fiscalement. Donc ça, c'est important. Et ce bon timing-là, donc s'évalue en fonction de ça. Donc est-ce qu'il faut le faire à la création? Est-ce qu'il faut le faire... alors généralement, le cas le plus fréquent, c'est quand il y a une ouverture du capital, parce qu'on va ouvrir une levée de fonds, basiquement. Donc ça, en général, pour ces startups-là, ce que je leur conseille, c'est autant possible, quand ils le peuvent, d'avoir cette propriété intellectuelle en dehors de l'entreprise.
et de l'apporter avant la levée de fonds. Ne pas attendre le moment de la levée de fonds pour que ce soit fait aux conditions des investisseurs. Parce que souvent, c'est évalué en fait, avec l'entreprise, c'est mis dans le package, et puis il n'y a pas de spécification de la valeur de ce logiciel ou de ce projet digital, c'est mis dans la corbeille. Et vous avez moins de capacité de négociation. Donc si vous le faites avant, en fait, vous avez déjà augmenté la valeur du capital de votre société. Donc il y a déjà, voilà, les investisseurs déjà vous considèrent différemment parce que vous avez déjà fait une opération capitalistique. Ils voient que voilà, vous connaissez un peu ce que vous faites. En plus, vous disposez des arguments qui permettent de valoriser votre projet. Et ce qui fait qu'il y a voilà, déjà la négociation est moins tendue parce que vous avez déjà valorisé une partie de votre société. Et ça s'est déjà traduit comptablement. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir le faire juste avant et de ne pas attendre que ce soit fait aux conditions de l'investisseur, tout ça pour économiser le prix d'une évaluation en amont. Donc quand vous pouvez le faire, faites-le. Comme ça peut être bien. Et donc comment valoriser, là je ne vais pas vous ennuyer trop avec ça, mais généralement on prend enfin, tous ces éléments dont je vous ai parlé, on les considère. Donc bien sûr les éléments techniques qui entrent en ligne de compte, hein, quel est le code, c'est quoi les langages, le temps passé, le développeur, le savoir-faire qui a été mis là-dedans, enfin, tout ça. Les éléments de marché, comment la solution se positionne sur son marché, les éléments juridiques, on ne peut pas revenir dessus, je crois qu'on en a parlé suffisamment. Le modèle d'affaires, évidemment, et tous les éléments financiers qui sont associés à l'activité, mais alors aussi les risques et les incertitudes qui sont liés à ce projet digital, donc éventuellement les risques juridiques, les risques marchés, les risques financiers, le niveau de contribution du logiciel aussi, parce qu'en fonction des activités, vous n'avez pas forcément une importance aussi cruciale du logiciel en question. Donc du coup, il faut arriver à définir quelle est la part de responsabilité entre guillemets, du logiciel dans ce modèle d'affaires et dans la génération d'une marge pour votre activité. Et donc ça, c'est essentiel. Donc voilà, tous ces éléments, en gros, sont brassés pour arriver à une valeur. Et après, il y a différentes méthodes. Hein. Il y a 3 méthodes, grosso modo, 3 groupes de méthodes. Il y a celles qui vont être basées sur les coûts de conception. Donc là, c'est plutôt pour les projets qui ne sont pas matures et qui n'ont pas du tout été commercialisés. Généralement, c'est plutôt cette valeur-là qu'on va considérer. Ou alors, quand on considère simplement la valeur technique du projet digital, sans considérer l'aspect commercial, parce qu'on estime qu'en fait, ce qu'on veut évaluer, c'est la part du développeur dans cette activité-là et non pas la part du logiciel, non pas l'activité, mais vraiment le code douillet de son activité commerciale. Donc là, c'est ces méthodes-là qui vont être privilégiées. Et si on intègre l'activité commerciale liée au logiciel, ben, il y a tout ce qui est, bien sûr, les revenus attendus futurs qui vont être considérés. Et puis, on va aussi considérer les solutions du marché comparables. Si on peut faire des comparaisons, on va se baser sur ces méthodes-là aussi. Donc voilà, il y a toutes ces méthodes qui peuvent être déroulées, puis après on fait une combinaison. Enfin, voilà, ça dépend à chaque fois du contexte et c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a vraiment pas de règle à ce niveau-là. Donc voilà comment on valorise grosso modo un projet digital. Si vous avez des questions spécifiques, je pourrais y répondre maintenant ou plus tard, sans problème. Donc voilà, j'ai fait tous mes 4 axes que j'avais dit, donc j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Normalement, je ne pensais pas qu'on dépasserait autant, donc j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et que vous n'êtes pas trop pressé par le temps. En tout cas, voilà, si vous avez trouvé ces informations utiles, j'en suis contente, c'était le but de la manœuvre. S'il y a des informations particulières que vous avez appréciées, n'hésitez pas à me le dire. Ça me permet après justement de peut-être focaliser mon discours et peut-être moins de temps sur des sujets qui vous intéressent moins. Donc, très intéressant, merci. Merci beaucoup, Olivier, pour ce retour. Donc, David, lui, qui avait apprécié surtout les aspects fiscaux et l'apport en capital, la propriété intellectuelle. Donc, il y a, oui, merci, c'était intéressant. Bon, bah, très bien, je suis contente que vous ayez pu prendre quelques notions intéressantes. Très bien. Donc maintenant, ce que j'espère, c'est que vous allez prendre en compte ces points dans vos projets, que vous allez vraiment l'intégrer dans vos réflexions, pour vraiment prendre vos décisions en connaissance de cause et pas être surpris des incidences que cela peut avoir, et que vous allez pouvoir en bénéficier. Pour information, si vous voulez aller plus loin, donc si vraiment ces sujets-là vous intéressent et que vous trouvez qu'il y a peut-être des choses à approfondir, il y a un livre blanc,
qui a été édité, que j'ai édité avec des partenaires au mois de mars dernier, donc qui est disponible maintenant sur Amazon, donc en format Kindle, 6,99 €, je pense que c'est assez abordable. Donc voilà, si vous avez besoin d'un ouvrage qui détaille davantage les choses et auquel sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous pouvez compter sur ce document qu'on mettra certainement à jour l'année prochaine si des éléments ont évolué. Et si le format Kindle ne vous arrange pas, vous pouvez me contacter et je peux voir pour transmettre un PDF sans souci. Donc voilà, et puis donc voilà pour le PDF, vous avez mon mail ici si vous voulez plutôt une version PDF parce que Kindle, vous n'avez pas le support pour le lire. Donc voilà, même si ça se lit très bien, je crois aussi sur PC maintenant avec des émulateurs. Donc voilà, donc si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez toujours vous référer à ce livre-là qui détaille les parties qui vous intéressent peut-être particulièrement, puis peut-être même plus. Il y a d'autres choses que je n'ai pas abordées qui sont dans ce bouquin. Donc voilà. Donc si vous estimez que les projets digitaux sont une valeur clé, je vous invite vraiment à considérer les 4 axes qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Soit là en live, si vous avez encore un peu de temps, parce qu'on a débordé de 20 minutes, ce qui est beaucoup, soit par mail aussi. Donc, vous pouvez me contacter, je suis abordable facilement. Et vous pouvez aussi me joindre sur les réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn, Twitter, Facebook. Donc si vous préférez ces liens-là, vous pouvez également me poser éventuellement vos questions au moment où elles se posent. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors pour ceux qui connaissent un peu, enfin qui nous connaissent, parce que je ne suis pas toute seule dans cette aventure-là, mais est-ce que j'ai gagné le droit de vous dire quelques mots, mais vraiment quelques mots, je suis beaucoup moins bavarde ensuite, sur Finantis Value et Neuro Innovation. Est-ce que vous êtes intéressé pour savoir un peu plus ce qu'on fait ou pas? Je peux très bien comprendre le nom, hein. Il est tard. Donc si j'ai quelques oui, je décris un petit peu ce que je fais. Et éventuellement quelques bonus si vous êtes intéressé par aller plus loin sur votre projet en particulier ou oui mais rapidement, d'accord, je vais faire super vite. Donc simplement sur Finantis Value, comme je le disais au début, nous on est spécialisé sur tout ce qui est évaluation financière, essentiellement d'entreprises, d'actifs immatériels. Donc quand je dis actifs immatériels, c'est brevets, marques, projets digitaux, donc solutions digitales. Donc ouais, essentiellement ça tourne autour de ça. Et puis donc l'audit et le conseil stratégique pour mieux valoriser. Donc c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, vous donner quelques billes, les leviers intéressants, mais en allant plus loin, bien sûr en faisant du cas par cas et en faisant la roadmap entre guillemets de voilà, quels sont les leviers dont vous disposez pour optimiser votre valeur. Et sur Novo l'innovation, donc c'est plus de l'accompagnement, stratégie, management d'innovation, où là je vais vraiment accompagner les projets sur l'idéation, donc jeunesse d'idées, conception, pilotage, validation du positionnement, business model, donc c'est beaucoup plus général, j'ai envie de dire. On accompagne aussi nos clients sur la recherche de partenaires, donc de type partenaires licenciés sur des brevets, acquéreurs de droits, ça peut être aussi sur des logiciels, faire des partenariats de co-développement par exemple. Et puis il y a aussi des formations qui sont liées bien sûr à tout ce qui est lié à la stratégie d'innovation et sa valorisation. Donc voilà un petit peu les activités que l'on a. Et rien que pour vous